Chers téléspectateurs de Livre Libre, nous voici pour une nouvelle édition au cours de laquelle j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Laurent Michelon. Alors, Monsieur Laurent Michelon est un personnage très intéressant, encore jeune, mais qui est notamment diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Tout à fait. Vous avez pu émerger ce cloaque gauchiste. Avant qu'il le devienne. Avant qu'il ne le devienne. Bon, que j'ai bien connu aussi, moi aussi. Et vous êtes diplômé, contrairement à Nicolas Sarkozy, qui lui n'est qu'ancien élève. Voilà, j'ai passé toutes les étapes. Ouais. Voilà. Donc, pas juste l'inscription. Nous sommes compères de ce point de vue-là. Et vous êtes aussi, comme je le suis moi-même, mais dans une autre langue que la vôtre, diplômé des langues orientales, de l'INALCO, Institut national des langues et civilisations orientales en chinois. Tout à fait. Et vous vivez en Chine. Vous partagez entre Hong Kong et Pékin, Beijing, je ne sais pas comment il faut dire. Bon, on va dire Pékin, puisque l'usage en est consacré en français, dans les affaires et comme consultant, notamment pour les sociétés européennes intéressées par le marché chinois ou les sociétés chinoises intéressées par le marché européen. Et alors, vous avez publié un livre extrêmement intéressant aux éditions Perspectives Libres, oui. Qui s'intitule « Comprendre la relation Chine-Occident ». Comprendre la relation Chine-Occident. Et si on lit votre livre, on comprend au moins une chose, c'est que cette relation Chine-Occident, vous la comprenez d'une manière différente de ce que l'on entend habituellement. Hein. On entend habituellement énormément de critiques de la Chine, dont vous prenez en plus d'une circonstance la défense. Et ce livre, vous le commencez par une citation de Mencius, un philosophe chinois de l'Antiquité, un successeur, peut-on dire, de Confucius. Voilà. Et je la cite parce qu'elle est très belle. « En usant de la force et en feignant la bienveillance... » usant de la force et feignant la bienveillance. L'hégémon, vous avez pris le terme grec. Oui. Il faut dire, comment dirait-on, le dominant, la superpuissance. L'empire. Voilà. Oui, la superpuissance régionale. Oui. Voilà. Contrôlera un large territoire. En usant de la vertu et en pratiquant la mansuétude, le souverain avisé exercera une autorité naturelle sur les hommes. Alors, d'après vous, est-ce que M. Xi Jinping exerce une autorité naturelle sur les hommes chinois ? Je pense, et c'est la raison de cette citation, c'est qu'elle me semble représenter parfaitement la relation entre les États-Unis actuellement qui usent de la force et feignent la bienveillance, en parlant de démocratie à tout va, mais en bombardant tous les pays dans lesquels ils vont exporter la démocratie. Et la Chine qui, effectivement, après son développement économique, est en train de prendre des responsabilités politiques sur la scène internationale. Et on le voit avec une approche qui est beaucoup plus proche de la mansuétude dont parle Mencius, et qui, donc, finalement, on le voit aujourd'hui avec la visite de Xi Jinping à Moscou. C'était une information qui est reprise très positivement dans tous les médias internationaux en dehors de l'Occident. Mais en Occident, on nous parle quasiment d'un axe du mal qui est en train de se créer, alors qu'en fait, c'est vraiment, les non-alignés qui se retrouvent sous un nouveau format au XXIe siècle. Il ne manque plus que le Premier ministre indien, en quelque sorte. Exactement. Et on pourrait dire, si le Premier ministre indien était là, on pourrait faire le parallèle avec Yalta, et en se disant, mais c'est quand même un Yalta où il n'y a plus un seul occidental. Oui. Et donc c'est une très bonne remarque, parce que je pense que le prochain format, comme M. Modi est vilipendé dans les médias occidentaux, ça ne sera pas, ça va pas arriver de sitôt, mais surtout que l'Inde a un positionnement qui est un petit peu hybride, à la fois, ni pour ni contre la Chine et la Russie, mais ni non plus contre les États-Unis, mais qui réussit à tirer son avantage dans un contexte pour l'instant qui est un bilatéralisme sino-russe, mais qui rapidement pourrait devenir un trilatéralisme qui serait intéressant pour la Russie. Et c'est sans doute une des conséquences du conflit russo-ukrainien, finalement, que d'avoir... C'est assez curieux, quand même, que les Américains, dont nul ne doute quand même qu'ils sont... ils animent l'OTAN, et par conséquent qu'ils sont derrière les Ukrainiens. Quoi qu'on pense des agissements de M. Poutine en Ukraine, les
les Américains sont en train quand même implicitement de le pousser dans les bras de la Chine. Et les sanctions européennes aussi le poussent dans les bras de la Chine en un temps où on prévoit, semble-t-il, une détérioration des relations entre la Chine et les États-Unis, et peut-être même, dans un plus ou moins proche ou plus ou moins lointain avenir, une confrontation. Est-ce que c'est ce que vous prévoyez, vous aussi ? Une confrontation entre la Chine et les États-Unis, oui. Moi, personnellement, j'y crois pas, parce que... Vous ne croyez pas à une confrontation armée ? Peut-être des escarmouches maritimes en mer de Chine ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ça ira jusqu'à un conflit sur l'île de Taïwan, puisque apparemment ce sera le déclencheur du conflit. En tout cas, Taïwan est instrumentalisé de cette façon, comme l'Ukraine l'a été pour la Russie. Mais il y a quand même une très grosse différence entre les Ukrainiens et les Taïwanais. Les Taïwanais étant quand même beaucoup plus proches des Chinois et n'ont pas subi ce lavage de cerveau sinophobe, enfin le lavage de cerveau qu'ont subi les Ukrainiens pour devenir russophobes alors que ce sont des cousins des Russes, voire même des frères. Les Taïwanais n'ont pas n'ont pas fait l'objet de ce lavage de cerveau. Donc il y a une petite frange politique actuellement au pouvoir, mais qui est en décrépitude et qui sait très bien qu'en janvier 2024, elle va perdre les élections présidentielles. On voit aujourd'hui, cette semaine, l'ancien président de Taïwan qui va se rendre à Beijing ce mois-ci. C'est historique. Il y a jamais, depuis 1949, il n'y a pas un seul président en fonction ou un ancien président taïwanais qui s'est rendu à Beijing. Il va être reçu comme un chef d'État ? Non. Ou comme un responsable de province ? Alors pour l'instant, voilà, probablement comme un responsable de province. On ne sait pas encore s'il va rencontrer... Il va accepter d'être reçu seulement comme un responsable de province ? Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, il avait déjà rencontré Xi Jinping en 2015 à Singapour. Donc c'était, on va dire, la diplomatie du Golfe. Ce que vous dites est exact, en ce sens que Taïwan et Pékin étaient au moins d'accord sur un point, il n'y a qu'une seule Chine. Bon, sauf que Taïwan, île qui fut annexée pendant 50 ans par les Japonais, libérée par eux après 1945, évidemment, et refuge de l'armée et des institutions nationales ou nationalistes chinoises, du Kuomintang, du Parti national, et de Chiang Kai-shek, à l'époque reconnu pratiquement par presque le monde entier, était d'accord qu'il n'y avait qu'une seule Chine. Sauf que Taïwan disait « c'est moi le représentant légitime ». Et ça faisait rire tout le monde, mais enfin, pas tant que ça, parce que après tout, Chiang Kai-shek avait plus de consistance dans cette affirmation que n'en avait De Gaulle à Londres, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, quand même, il y a un sentiment d'une grande partie de la population taïwanaise en faveur d'une indépendance, d'une rupture avec la Chine, une rupture au moins politique? C'est effectivement ce que les médias occidentaux voudraient qu'on croie. Moi, j'en ai rencontré au Japon des étudiants taïwanais qui me disent finissons-en avec cette idée que nous sommes la Chine, voilà, nous sommes taïwanais. Alors, voilà. Il y a deux questions. Il y a effectivement la question de l'identité taïwanaise et après il y a la question de la réunification ou de l'indépendance, qui sont deux questions qui sont différentes. Et effectivement, dans les sondages qui sont réalisés à Taïwan, il y a vraiment une grande différence dans le sens où il y a une université à Taïwan, l'université de sciences politiques de Taïwan, qui tous les ans, elle a un centre de recherche sur les élections et tous les ans, depuis 1994, fait des sondages auprès de la population taïwanaise pour savoir, donc deux questions. La première, c'est l'identité. Est-ce que vous vous sentez taïwanais ou chinois? Donc là, on voit qu'à 60%, les Taïwanais disent « je suis taïwanais ». Ensuite, il y en a qui disent « je suis taïwanais et chinois ». L'un n'empêchant pas l'autre. Ouais. Et puis, bon, après, il y a d'autres ne se prononcent pas, ou des choses comme ça. Donc, sur les questions de l'identité, effectivement, les Taïwanais, majoritairement, se sentent taïwanais. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait rien parce qu'ils mettent un petit peu tout et n'importe quoi dedans. L'identité taïwanaise, ça fait environ 20 ans que c'est en création, encouragée par les Américains. Mais enfin bon, admettons qu'il y ait une identité qui soit différente. Mais si on regarde les sondages sur la question de l'indépendance ou de la réunification, là c'est le contraire. C'est-à-dire que les sondages donnent 5 choix aux répondants. Il y a indépendance immédiate ou unification immédiate. Là, on est à 5% chacun. Et 90% de la population taïwanaise répond au milieu sur 3 différents statu quo.
un statu quo qui irait à terme sur l'indépendance, un statu quo qui à terme irait vers la réunification, et un statu quo qui veut dire je ne veux pas en parler, ne me posez pas cette question anxiogène. C'est 90% de la population taïwanaise qui est là, et c'est un sondage d'université taïwanaise, donc on ne pourra pas dire que c'est... Mais il y a une chose quand même qui est vraisemblable, quand même, c'est que les Taïwanais, dans leur immense majorité, n'ont pas du tout envie de vivre sous un régime communiste. Oui, ben c'est absolument, mais c'est comme à Hong Kong, où à Hong Kong, le système, un pays de système a été fait aménager justement pour ça, pour que les gens soient réintégrés dans la Grande Chine sans avoir à changer de système politique. Et la Chine... Oui, mais alors, sur Hong Kong, justement, c'est intéressant, parce que vous dites... d'un côté, vous prenez quand même la défense aussi de la Chine continentale dans son attitude à l'égard de Hong Kong. Hein, et vous dites finalement, si je vous ai bien suivi, les Anglais, ils ont instauré la démocratie à Hong Kong 2 ans avant d'en partir, en quelque sorte. C'est le cas. Si je vous ai bien, vous ai bien lu. C'est peut-être un petit peu exagéré, ça, quand même, non Non, il y a eu 150 ans d'occupation anglaise, britannique à Hong Kong, pendant laquelle les Hongkongais étaient des citoyens de 2e classe, ils n'avaient aucun droit civique. Oui, mais la presse était libre. Oui, c'était une presse qui était anglaise, anglophone et anglaise, et chinoise. Il y a une presse chinoise. Oui, chinoise, mais qui était surveillée par le système judiciaire hongkongais était complètement, on va dire, occupé par des lords anglais. Et donc, en fait, les élections... Excusez-moi de vous interrompre encore. La diffamation en droit anglais, c'est une limite assez faible à la liberté d'expression. Enfin, bon, comme le montrent d'ailleurs tous les journaux, les tabloïds londoniens qui racontent des tas d'ordures toutes les semaines. Ça, d'ailleurs, ça a été importé à Hong Kong, justement, par... Enfin, bon. Oui, d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu des émeutes très violentes en 1967, anti-britanniques, par la population hongkongaise, qui brandissait très bizarrement d'ailleurs des petits livres rouges de Mao en disant nous sommes chinois, et en fait c'était pour sortir les Anglais. Donc ça a été réprimé assez sévèrement. Et en 1995, donc 2 ans avant la rétrocession, il y a eu les premières et dernières élections libres à Hong Kong qui ont été organisées, qui en fait étaient une espèce de préambule à l'organisation d'une opposition et de fragmentation de la population hongkongaise entre pro-chinois, anti-chinois, pro-occidentaux, anti-occidentaux. C'était vraiment un processus de fragmentation de la population hongkongaise. Oui. Et ensuite, il savait très bien que mais ça alors, créait est-ce que ces fragmentations, je ne veux pas faire de l'occidentalocentrisme, mais enfin, est-ce que ces fragmentations... c'est pas quand même la condition de la liberté. Je veux dire par là, par exemple, si vous voyez par exemple la dernière réélection de M. Xi Jinping par 1200 et quelques délégués... À l'unanimité. Congrès du peuple, à l'unanimité, il n'y en a pas un qui a été contre, il n'y en a pas un qui s'est abstenu. Est-ce que ça donne quand même un peu l'impression que leur choix n'était peut-être pas tout à fait libre? Alors, sans aller jusqu'aux excès qu'on constate aujourd'hui en France, par exemple, c'est bien que dans la société chinoise traditionnelle, il y a la recherche du consensus, enfin, du moins dans les conceptions confucéennes qui ont une grande importance. Mais à ce point, c'est quand même un peu suspect, non? Vous ne trouvez pas? C'est suspect si on se place d'un point de vue occidental qui regarde la Chine et qui, d'un point de vue de la démocratie libérale, effectivement, on va dire ça n'a rien de démocratique. Mais ils n'ont pas la prétention d'être une démocratie libérale, la Chine en tout cas. Par contre, à Hong Kong, il y a un système de pluralisme qui a été respecté. La Chine n'a absolument pas touché au système qui avait été mis en place par les Anglais, jusqu'à ce que, 25 ans plus tard, à cause des émeutes de 2019 et 2020, il a fallu apporter une loi, enfin il a fallu légiférer avec cette loi sur la sécurité nationale qui est récente. Et que en fait, les Hongkongais, pendant 25 ans de pluralisme démocratique, devaient, selon la loi basique de 1984, il était dans l'obligation de l'Assemblée hongkongaise, c'était leur obligation de voter une loi sur la sécurité nationale. Or, ça n'a jamais été fait. À chaque fois qu'il y avait une tentative, il y avait des partis, il y avait des agents étrangers qui bloquaient le processus. Et donc,
on est arrivé à un moment d'émeute qu'on a vu pendant 2019-2020 où c'était le chaos, comme on a du mal à l'imaginer dans le monde chinois. Et là, il a fallu légiférer. Mais jusqu'à là, Pékin n'avait pas touché... Est-ce que vous ne confondez pas quand même l'effet et la cause? Parce que les émeutes étaient quand même la conséquence de l'adoption des lois sécuritaires. N'était pas oui. Mais cette loi sécuritaire était nécessaire dans le sens où Hong Kong n'avait aucun accord d'extradition avec 175 pays dans le monde. Donc c'était devenu un endroit... de non-droit, enfin un endroit où tous les criminels du monde entier pouvaient s'échapper et ne jamais être extradés. Et en fait, cette histoire est apparue sur une histoire, un fait divers, d'un étudiant hongkongais qui était à Taïwan avec sa petite amie, qui l'a tué. Il rentrait à Hong Kong pour échapper à la justice taïwanaise. Et la justice taïwanaise a demandé à le faire revenir, et c'était pas possible, parce que la loi de Hong Kong ne permettait pas l'extradition. Voilà. L'extradition comme national chinois, en quelque sorte. Oui. Donc c'est comme ça que ça a démarré, et ça a été l'occasion, enfin il n'y avait pas de raison d'avoir des émeutes de cette amplitude-là pour un simple fait divers, mais ça a été utilisé. En plus de ça, on peut voir à terme que ça a été utilisé en fait pour remettre en selle l'actuelle présidente de Taïwan, qui était 4e dans les sondages pour sa réélection, donc elle perdait les élections. Et grâce à cette affaire où elle a dit on va recueillir tous les dissidents hongkongais qui essayent d'échapper à la dictature, elle a été réélue. Alors qu'elle était en train de perdre. Donc, en fait, on peut se dire, cette histoire de Hong Kong a été en fait mise en scène pour Taïwan. Ça manifeste quand même une grande sensibilité des Taïwanais pour les libertés publiques. On peut dire ça. Tout à fait. Oui. Il y a pas de contestation sur le fait que les sociétés taïwanaises et chinoises sont très différentes. Alors, vous en rabattez aussi en ce qui concerne les critiques que l'on adresse généralement à la Chine, aussi bien sur le système du crédit social. Vous dites d'ailleurs, c'est intéressant, mais est-ce qu'on n'a pas aussi en Europe, et notamment en France, une espèce de crédit social, avec l'état d'urgence permanent, pratiquement depuis le Covid, les lois LOPSI et SHILT, les plateformes Pharos et DILCRA. Tout à fait. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et puis il y en a d'autres. Et puis après, il y a toutes les GAFAM, donc toutes ces grandes sociétés américaines qui, on le sait, on l'a vu notamment avec Twitter aux États-Unis, où avec les Twitter Leaks, on s'est rendu compte que Twitter collaborait avec le FBI, collaborait avec la CIA, en fait pour orienter les résultats d'élections. Donc on voit qu'il y a une collaboration, une espèce de partenariat public-privé en Occident entre les GAFAM et les États sur la surveillance des citoyens. Par exemple, on voit, il y a certains sujets sur lesquels on ne peut pas parler sur Facebook ou Twitter ou quoi que ce soit parce que ça va être censuré. Et la question, en fait, c'est, on préfère être censuré par qui? Est-ce qu'on préfère être censuré par son État, par son gouvernement? Ou est-ce qu'on est d'accord pour être censuré, en fait, par des sociétés privées qui aspirent les données et en font ce qu'elles veulent et les partagent avec les gouvernements, les utilisent personnellement, tout ça. Les Chinois ont choisi, ils disent mais nous on préfère que ce soit le gouvernement qui nous surveille plutôt que les GAFAM. Et d'ailleurs, en ce moment même, il y a des lois sur la sécurisation des données personnelles en Chine qui sont passées, qui sont extrêmement contraignantes pour toutes les sociétés privées. Les sociétés privées ne peuvent pas utiliser les données personnelles des usagers en Chine comme elles peuvent le faire en Occident. Donc il y a une protection bien supérieure. Par contre, le gouvernement, évidemment, se donne le droit d'aller vérifier ce que les gens font. Vous nous dites aussi, vous nous dites aussi qu'il faut modérer un peu les critiques que l'on porte bien souvent en Occident sur la Chine en raison de son attitude à l'égard des Tibétains, des Ouïghours en particulier. Et vous dites, évidemment, vous faites un parallèle avec en disant les États-Unis d'Amérique se sont montrés impitoyables avec les Amérindiens, dont il ne reste pas beaucoup, et à part ça, ils accusent la Chine de génocide contre les Ouïghours. Alors je serais tenté de vous dire, en faisant l'avocat peut-être du diable, de ce que vous appelez l'hégémone, c'est-à-dire pas seulement les États-Unis, j'ai compris le monde anglo-saxon. Oui, mais même jusqu'à Bruxelles. Je pense que c'est Bruxelles, oui, est un vassal de l'hégémone, comme vous dites. Bon,
je pourrais vous dire que les mentalités ont évolué quand même depuis le 19e siècle, quoi. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais donc, c'est pas parce que les Américains sont mal conduits à l'égard des Sioux ou des Cheyennes que ça légitimerait le fait que les Chinois se conduisent mal, si c'était le cas, envers les Ouïghours. Mais là, il faut regarder les chiffres de la population ouïghour, et en 30 ans, c'est passé de 5 millions à 12 millions. Oui. Donc parler de génocide, ça n'a pas lieu d'être. Oui, parler de génocide culturel non plus. Il suffit d'aller au Xinjiang pour ça et d'aller voir que dans le Nord Xinjiang, qui n'a aucune contiguïté géographique avec l'Afghanistan, il n'y a absolument aucun problème. La culture est très vivace. C'est des Ouïghours qui sont à la tête des institutions régionales. Par contre, effectivement, au sud, où il y a eu un contact avec l'islam radical à cause de l'Afghanistan et du travail que faisaient les Américains en Afghanistan depuis 1978, effectivement, là, il y a eu un radicalisme et les Chinois luttent contre le radicalisme islamique dans leur pays, ce qui est tout à fait normal. Comme d'autres le font, oui. Voilà, mais il n'y a pas de maltraitance. Et d'ailleurs, il y a des délégations continuelles de pays de pays musulmans, et de personnalités religieuses musulmanes du monde entier qui passent leur temps, elles vont où elles veulent, elles demandent d'aller à tel endroit, et qui ont tous dit, on a vu ces écoles, on a vu ces centres de rééducation, mais on n'a pas vu de musulmans qui sont maltraités en Chine. Et sachant qu'en plus de ça, le procès d'intention qu'on essaie de faire à la Chine, c'est celui de l'islamophobie. Or, les Ouïghours ne sont pas le premier groupe musulman en Chine. Il y a des groupes bien supérieurs, 7 à 8 fois plus nombreux. Dans la région de Canton, d'ailleurs. Exactement. Moi, j'ai vu des... J'ai été dans un restaurant musulman. Exactement, et c'était certainement des Roués. À Canton, oui. Et ils sont 7 à 8 fois plus nombreux que les Ouïghours, et on n'en entend pas parler. Et il y a des Roués jusqu'aux plus hauts échelons des instances gouvernementales chinoises. Donc c'est un procès qui... on sait ce que c'était avec le Tibet, là les Ouïghours prennent le relais. Mais alors, est-ce que, pour passer rapidement, parce qu'il nous reste, hélas, déjà le temps passe tellement vite, et tous ces sujets sont absolument passionnants, mais est-ce que quand même la Chine est obligée de bétonner, comme elle le fait, les moindres îlots dans des eaux en principe internationales, parce que, alors je sais bien qu'on dit la Chine veut annexer toute la mer de Chine. Alors on vous allez me dire, mais la mer de Chine, si elle s'appelle mer de Chine, c'est qu'il y a une raison. Déjà. Oui, d'accord. C'est un espace du Pacifique qui, à mon sens, appartient autant à la Malaisie, aux Philippines, au Vietnam qu'à la Chine. Même si, c'est vrai, les navigateurs chinois, depuis les temps anciens, l'ont sillonné. Tout à fait. Mais en fait, je pense que sur cette question-là, comme sur la question de Taïwan, sur la question de Hong Kong, sur la question du Xinjiang, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces problèmes se seraient développés de cette façon-là s'il n'y avait pas systématiquement l'interférence américaine sur chaque dossier? Il est là le point commun de tous ces problèmes. Si il n'y avait pas la 7e flotte qui passe systématiquement dans le détroit de Taïwan avec des avions, des avions de chasse sous-marins, des porte-avions, des choses comme ça, la Chine n'aurait pas besoin de placer ses pions, de dire c'est chez moi ici. Imaginons le contraire, imaginons des porte-avions chinois qui navigueraient au large de la Floride depuis 30 ans, tout le temps avec des avions. Mais les États-Unis ne toléreraient jamais ça. Alors là, on nous dit, au nom de la liberté de navigation, il y a une présence militaire étrangère, occidentale, ils sont à 10 000 km, constante, dans laquelle, en plus, on nous fait croire que c'est pour protéger la liberté de navigation des bateaux qui approvisionnent la Corée et le Japon. Or, il y a une étude américaine qui a été faite qui disait, partant du prédicat que si la Chine devait fermer la mer de Chine du Sud, qu'est-ce que ça coûterait en plus de faire passer les bateaux Ils passent déjà par le détroit de Malacca. Ils passent par Malacca. Si on les faisait passer par Lombok et à l'extérieur des Philippines et du Japon, ça coûterait 0,1% de plus en frais de transport. D'autant plus que bientôt, ils vont passer par la route du Nord, depuis que le réchauffement climatique rend possible de naviguer dans l'Arctique. Exactement. Et par contre, en mer de Chine du Sud, c'est 80% des exportations et des importations chinoises qui passent par la mer de Chine du Sud. Donc s'il y a un pays dans la région qui a intérêt à ce que la navigation soit assurée, c'est la Chine. C'est pas les États-Unis. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions utiles. Je dois dire que
je me suis trouvé de façon assez étonnante à une assemblée générale du MEDEF, qui n'aurait peut-être pas souhaité m'inviter, qui avait décommandé Marion Maréchal, mais qui n'avait pas pu faire autrement que de m'inviter. Et j'avais vu un débat avec M. Montebourg et l'ambassadeur de Chine. Et alors, c'était les critiques contre la Chine, contre le dumping chinois, etc. Et l'ambassadeur de Chine était resté admirablement stoïque. Et puis quand même, à la fin, on se croit obligé de lui donner la parole. Et alors il dit à ce moment-là, mais écoutez, vous savez, dans la mondialisation, il y a des gagnants et il y a des perdants. Première torpille, je fais partie des gens qui ont beaucoup ri. Bon, c'est très drôle. Dans un français impeccable, en plus, un stoïcisme. Et au bout de quelques secondes, il ajoute, et chez nous, en Chine, il y a un proverbe qui dit ceci: quand on est malade, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est demander aux autres de se soigner. Là aussi, c'est très vrai. Exactement. Alors, soignons-nous nous-mêmes, occidentaux, et essayons, dans une tradition bien française, d'avoir de meilleures relations avec la Chine. Mais que nous avons depuis très longtemps. Message. Absolument. Que nous avons depuis très longtemps, et on n'a pas à être à la remorque des États-Unis dans leur volonté d'hégémonie. La France devrait avoir un... Et on fera oublier l'escadre de l'amiral Courbet. Voilà. Au XIXe siècle, pour une fois que la marine française remporte une bataille. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci infiniment, Monsieur Michelon. C'était, je répète, le titre de votre livre, Comprendre la relation Chine-Occident, un livre tout à fait original, aux éditions Perspectives Libres. Voilà. Merci à beaucoup. vous.